Après l'écriture, après l'imprimerie, la parole se grave dans la matière pour toujours. De retour en studio, c'était Codeine Velvet Club avec, en fait, le seul album qu'ils ont à leur actif. Et on s'en va. Mais tout d'abord, pardon, avant d'aller voir Marion, Marion, je m'excuse, je t'ai fait de fausses joies. On va pas te voir tout de suite. Tu vas survivre, parfait. Parce que il faut que je vous mette en contexte. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit une collègue, Justine Gagnard-Parent, qui a en fait une émission qui est diffusée ici même à Choc le vendredi à 19h et qui est une émission d'actualité judiciaire. Et elle va être là aujourd'hui. On va jaser un peu tueur en série avec elle après la chronique de Marion. Mais Justine, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Et si jamais ça t'intéresse et que tu as des choses à dire sur la chronique de Marion, bienvenue. Gêne-toi pas, les commentaires sont permis. Alors Marion, là tu le sais, c'est à ton tour pour vrai, plus de farce. Écoutez, cette semaine, pas la peine d'écouter Canal D parce que Marion se transforme en détective policière pour nous parler des criminels marquants du Québec. Ben oui, à quoi de mieux après dîner de parler des meurtres les plus sordides qui s'est passé au Québec. Puis j'ai décidé d'élargir un peu pour englober le Canada aussi là-dedans. Puis encore, on m'a dit criminel illégal. La première criminelle qui m'est venue à l'esprit vraiment, c'est Monica Lamitraille. Mm-hmm. Puis en fait, c'est seulement parce qu'on a fait un film sur elle puis que ça m'intéresse, le cinéma. D'ailleurs, Céline Bonnier était très bonne là-dedans. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Je veux savoir, Marion, dis-moi, pourquoi cette femme est si populaire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, ben elle a été si populaire qu'on a même fait une comédie musicale sur elle. Comme un peu Bonnie and Clyde aux États-Unis. En tout cas, je l'ai jamais vu, mais je pense que c'est dans les années 60, en fait, fin 60. Et le film, là, comme on l'a dit, Monica Lamitraille, mais son vrai nom, c'est Monica Proietti. Elle est d'origine italienne. Et puis, dès sa jeunesse, sa grand-mère trempait dans le crime aussi. Hein, grand-maman, je pense qu'elle volait pas juste des petits dentiers dans les maisons de retraite. Puis donc, dès son jeune âge, elle était vraiment impliquée dans le milieu du crime. Puis au cours de sa carrière, elle a volé plus de 20 banques, dont principalement des caisses populaires. Donc, c'est la mesrine au féminin, quasiment. Exactement, belle comparaison. Puis elle a dérobé au-delà de 100 000 $ à la pointe de son fusil. Puis en 67, elle est morte par balle suite à une poursuite policière à haute vitesse dans les rues de Montréal-Nord. Fait que le crime se déplace. Mais qu'est-ce qui est dommage, triste, et puis j'imagine que ça fait une très belle fin dans le film Monica Lamitraille, c'est que c'était son dernier vol. Ça devait lui servir à se retirer en Floride où elle aurait mené une vie plus calme avec ses enfants. Malheureusement. Puis au cours de sa carrière de criminelle, elle a eu de nombreux surnoms, dont Machine Gun Molly. J'ai aucun commentaire à rajouter. Madame Anthony Smith, Molly la mitraille, Molly la mitraillette, Monica la mitraille sont plus connues, Monique Smith, Monique Tessier. Et puis, elle s'est aussi fait appeler Monica Sparvieri parce que Georges Hébert Germain avait fait une biographie sur elle. Puis son oncle ne voulait pas qu'il utilise le vrai nom pour Rietti pour pas salir un peu le nom de famille. Le nom de la famille. Mais j'aimerais qu'on revienne sur un des surnoms qui est en fait Monique Tessier. Je me dis, en termes de surnoms, c'est pas super winner. Là. En tout cas, c'est pas glamour. Non, mais en fait, je pense que c'est un de ses conjoints, un homme dont il est tombé amoureux qui s'appelait Tessier. Donc il l'a emprunté pour pas salir son propre nom à elle. Exactement. Pas la était coquine. déjà assez sale de même. C'est ça. Mais bon, elle, quand on y pense, c'est le côté un peu plus jet set, si on veut. C'est paillettes du meurtre. Exactement, du crime. Mais le Québec a eu d'autres meurtriers dangereux qui sont un peu plus sérieux, si je peux me le permettre, avec des gros guillemets. Oui, bien, quand on revient dans l'histoire récente du Québec, les principales gros crimes, grosses tragédies qu'il y a eu, c'est principalement par rapport aux tueries dans des écoles. Si on pense à Marc Lépine, je vais passer rapidement parce que, je veux dire, c'est tellement inscrit dans la au Québec. Exactement. Donc, en 89, il a fait la tuerie à la Polytechnique, il a tué 14 femmes. Il y a aussi Valérie Fabricant. Lui aussi, il a fait une tuerie à Concordia. C'est un ancien professeur en génie mécanique. Donc, lui, c'était en 92. Il a tué 4 collègues aussi. Puis, aussi récemment, il y a eu Kim Vergil au Collège Dawson. Mais le pire tueur en série qu'il y a eu dans l'histoire du Québec, c'est William Fife. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Mais il s'agit du pire tueur en série que le Québec a connu dans son histoire. Il a avoué avoir tué et mutilé 9 femmes toutes au Québec entre 79 et 99. Et puis, il est condamné à prison à vie. Il a été condamné en 2001.
Je sais pas si tu en avais entendu parler, j'imagine, Justine, de William Fife. Oui. Puis en fait, donc, c'est ça, si je me trompe pas, il est encore en prison parce que quand tu es condamné pour meurtre au premier degré, tu restes en prison pendant les 25 ans, puis après, ils sont pas obligés de te laisser sortir non plus. Là. OK, c'est ça. Puis d'ailleurs, au départ, il avait été condamné pour les meurtres de 5 femmes, puis il a avoué 4 autres meurtres en échange de certaines conditions. J'ai pas eu accès aux autres conditions, mais justement, là, c'est une question que je me pose. Ce serait quoi, admettons, les conditions que tu peux négocier quand tu avoues d'autres meurtres? Est-ce que c'est une peine moins légère? Mais dans ce cas-là, c'est meurtre, donc... En fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, il y a des peines concurrentielles puis il y a des peines consécutives. Des peines consécutives, c'est qu'elles se suivent l'une après l'autre. Là. Par exemple, il y a un tueur en série dont je vous parlais peut-être tout à l'heure, là, que lui a été condamné 11 fois à prison à perpétuité. Donc, si on dit de même, ça pourrait quasiment faire 11 fois 25 ans, un après l'autre. Dans ces cas-là, comme on se dit que ça ne sert à rien de le condamner pour 200-300 ans, on est mieux de lui donner une peine et peut-être d'abandonner les charges contre les autres. Il y a ça qui arrive, puis les peines concurrentielles, c'est qu'on peut lui donner comme 11 peines aussi, mais elles vont toutes être en même temps. Donc, c'est pour ça que, pour éviter les coûts d'un procès, ça coûte extrêmement cher, surtout quand il y a beaucoup de témoins et tout. Donc, on essaie de limiter ça. Puis aussi, il y a des gens, par exemple, Karla Homolka, qu'on a beaucoup entendu parler, elle avait négocié, si elle témoignait contre son conjoint à l'époque, Paul Bernardo, d'avoir une peine moindre. Donc, elle avait eu... Je crois qu'elle est restée 12 ans en prison. Là. Elle n'avait pas eu meurtre au premier degré. Je pense qu'elle était accusée de meurtre au deuxième degré, comme elle était complice. Mais donc, c'est une des conditions qu'ils peuvent négocier là, avec la justice. Et là, j'ai envie de te demander, Marion, sur une note un peu plus peut-être spectaculaire, est-ce qu'il y a un tueur au Québec qui a vraiment marqué l'imaginaire populaire? Oui, si je vous dis Eric Clinton Newman, est-ce que ça vous sonne une cloche? Luca Rocco Magnotta. Exactement. Bravo, Justine. 2 morceaux de robot pour toi. Mais, et oui, hein, je pense qu'il fallait venir de Mars pendant le printemps-été dernier là, pour pas avoir entendu parler de Luca Rocco Magnotta. Il est accusé d'avoir du meurtre prémédité de Lin Jun, un étudiant chinois de 33 ans. Et puis, qu'est-ce qui ressort de sa peine principalement, c'est qu'il a été présenté comme le premier tueur sur Internet. Donc, il a présenté son crime sur Internet. On l'a vu faire des outrages au cadavre de Lin Jun. C'est comme la manière un peu polie d'aborder le tout. Et puis ensuite, il a été en cavale pendant la fin du mois de mai 2012. Puis, le 4 juin 2012, il a été arrêté dans un cybercafé par la police allemande à Berlin. Puis c'est ça, auparavant, il avait aussi été poursuivi en justice par des groupes de défense des droits des animaux pour avoir posté des vidéos de lui en train de torturer des chatons. Donc, il a changé de ligue. Il s'est pratiqué avant. Exactement. D'ailleurs, je glisse ça rapidement, là, mais il y a l'acteur porno Ron Jeremy, qui est assez célèbre, qui joue dans plusieurs films, qui avait été approché par la PETA, le People for Ethical Treatment of Animals, pour justement, avant toute l'histoire de Lin Jun, là, pour essayer de l'attraper, celui qui torturait des chatons sur Internet. C'est vrai. Qui voulait, donc, il propose un contrat à Luca Rocco Magnotta, puis quand il se présenterait, donc, il l'arrêterait pour outrage aux chatons. Puis la grande question, c'est avez-vous vu la vidéo? Ça a été vraiment un gros débat. Certaines personnes, par curiosité maladive, sont allées le visionner avant que tout ça, devienne spectaculaire, sensationnel, puis qu'on le retire. Mais honnêtement, certaines personnes l'ont vu, m'ont dit qu'ils n'ont pas été capables de le regarder jusqu'à la fin, tellement c'est horrible. Moi, personnellement, je ne l'ai pas écouté. Non, moi non plus, mais juste de savoir, moi, c'est l'histoire du professeur qui a fait écouter ça à ses élèves. C'est vrai? J'ai pas compris absolument pourquoi. Et même si la vidéo avait été encore disponible au moment où j'aurais voulu le voir, je pense pas que j'aurais regardé ça. Je pense pas que ça a un intérêt quelconque. Mais même, j'ai l'impression, moi, que c'est un peu immoral de regarder ça. Il faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui meurt à ce moment-là. Non, c'est ça. Et que c'est pas vrai, un film d'horreur, là. C'est ça, c'est pas des effets au cinéma, là. C'est vraiment... c'est arrivé pour de vrai. Puis le pire, c'est que c'est des élèves du secondaire, mais quand même, certains élèves ont été choqués, ont été traumatisés. Faut pas sous-estimer que ça reste des jeunes. Oui, exactement. Mais là, on se dit, bon, ça, c'est arrivé chez nous, mais est-ce que c'est inimaginable ou est-ce qu'ailleurs au Canada, par exemple, il y a des choses comme... Je suis contente que tu en parles parce que justement, il y a Robert Pickton qui est le plus prolifique tueur en série du Canada. C'est arrivé en 2007. Là. Donc, petit rappel, Robert William Pickton, c'est un agriculteur et un tueur en série. Aussi, donc, double profession pour lui. Hein.
Donc, il a été reconnu coupable de 6 chefs d'accusation de meurtre non prémédité de prostituées qui habitaient dans un secteur défavorisé de Vancouver, le Downtown East Side. Puis, il a été condamné à un emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais le plus fou, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué, parce que je me souviens, j'étais au secondaire quand c'était arrivé, puis je commençais à m'intéresser un peu à l'actualité, c'est qu'il aurait déclaré à un compagnon de cellule qui s'est avéré finalement être un agent double le meurtre de 49 femmes. Puis, il aurait planifié d'atteindre le nombre de 50 victimes avant d'entreprendre une seconde série de 25 meurtres. Puis, je pense aussi qu'il jetait les restes des femmes à ses cochons. Ah oui, mais pire, même comme il fournissait des compagnies de viande, il y a des gens qui ont insinué que possiblement qu'il avait envoyé de la viande qui était en fait des restes humains avec la viande de cochon à des compagnies, entre autres, de cosmétiques. Oui, c'est vrai. Donc, en tout cas, c'est sûr que c'est... Ah là là. Donc, lui, c'est dur à battre, mais t'en as parlé aussi. Il y a bien sûr Karla Homolka, qui est avec son complice et son mari, Paul Bernardo, qui ont tué 3 adolescentes, dont la propre sœur de Karla Homolka. Puis, dont la propre sœur qui avait 15 ans. Les 3 adolescentes avaient toutes 14-15 ans. Le couple était surnommé Ken et Barbie. Je vais pas vous dire dans quel contexte c'est fait les meurtres, mais c'est assez sordide. Je voudrais pas vous risquer de mal vous faire digérer votre lunch, là. Mais la plupart ont été drogués, violés, étranglés par Bernardo. Puis, bon, Karla Homolka, c'était un grand scandale. Il y a même eu un film sur elle, le film La Pertinence. C'est un autre sujet, un autre débat. Mais maintenant, elle a été relâchée et elle habite en Guadeloupe sous le nom de Léane Bordelais. Puis il y a même une journaliste, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si vous en rappelez, qui l'a retracée, qui l'a repisté. Puis je pense que maintenant, elle est mariée en Guadeloupe, elle a des enfants. Puis elle vit une vie assez loin de tout ça. Là. C'est comme c'est complètement une autre personnalité, une autre personne. Même son nouveau mari est le frère de l'avocate qui la défendait lors des accusations. C'est lien ici. Mais sinon, Marion, tu aurais en terminant un mot à nous glisser sur nos fameux moteurs. Et oui, celui dont on se rappelle le plus, c'était le chef, c'est Maurice Momboucher. Lui, et puis... Qu'est-ce qui est fou avec Maurice Momboucher, c'est que malgré tout ce qu'il a fait, il a quand même acquis une certaine popularité au Québec. Puis même un moment donné, dans un match de boxe auquel il a assisté, c'est comme si c'était une vedette du hockey. Ils ont dit comme Maurice Momboucher est présent dans l'auditoire, tout le monde l'a acclamé, l'a applaudi. Puis comme si c'était vraiment une célébrité. Mais surtout, il était populaire principalement parce qu'il réussissait tout le temps à se faire acquitter ou il purgeait à peine ses sentences. Mais c'est souvent parce que ses moteurs accusaient ou intimidaient le jury. Puis donc, lui, dans son vocabulaire, pour régler les problèmes, il commandait des meurtres. Même en 2005, il y a eu une grosse guerre de motards là, autour de ces années-là. Puis il y a eu 165 meurtres et plus de 181 tentatives de meurtre. Donc c'est une période assez noire dont... on en parle, mais pour être honnête, je dois avouer que je me rappelle pas vraiment. Mais il vient de Hochelaga. Je trouvais ça drôle, mon quartier où j'habite. Donc, il y a de la petite graine de racaille. Un quartier tranquille. Oui, très, très tranquille quand même. Et puis sinon, pour conclure cette chronique, tu avais des faits inusités pour nous? Faits inusités, j'ai trouvé assez facilement. Là, en fait, quand on tape « criminel Québec » sur Google, qu'est-ce qui ressort principalement? C'est la liste des 10 criminels les plus recherchés au Québec. Puis, je sais pas pour vous, mais je dois avouer que ça me fait tout le temps peur de voir ça. Mais c'est d'ordre d'intérêt public. Mais quand même, quand tu vois leur face puis tu sais qu'ils sont recherchés, j'ai tout le temps peur de les croiser dans la rue. En tout cas. Puis, Wikipédia a aussi classé les meurtriers par pays. Puis là aussi, c'était un autre fait comme bulle dans ma fin de semaine, là, que je me disais, c'est assez fou de voir qu'on a facilement accès à ces archives-là. De voir que, bon, c'est sûr, c'est des gros crimes majeurs. Mais les pays où il y a eu le plus de meurtres, c'est, sans surprise, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Italie aussi. Oh, donc on n'est pas dans les 4-5 premiers. C'est un peu rassurant. Non, mais quand même, je suis allée à l'œil, là, surtout. Oui. Là, j'aurais dû faire un décompte plus... tac, oui, là. on vous mettra ça sur la page. On fera le vrai décompte. Exactement, je vais m'y mettre dès ce soir. Merci beaucoup, Marion.